Bienvenue, bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour l'actualité sur RTI 1. La présidente de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, est en visite en Côte d'Ivoire pour 24 heures. Elle s'est entretenue aujourd'hui avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie sur des questions régionales, notamment la situation sociopolitique dans son pays. Le dialogue politique ivoirien s'est ouvert aujourd'hui pour la 5e phase. Le Premier ministre a signifié aux partis politiques, aux membres du gouvernement et de la société civile l'importance de cette plateforme aux yeux du président Alassane Ouattara et pour la paix en Côte d'Ivoire. Le sommet de partenariat Turquie-Afrique s'est ouvert ce jeudi à Istanbul. La Côte d'Ivoire y participe avec une délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Une rencontre a eu lieu ce jour avec le Conseil des relations économiques de Turquie. Et puis en culture, le Palais de la Culture a abrité aujourd'hui la projection du film documentaire Dominique Ouattara au service du prochain, une production audiovisuelle initiée par la Fondation des artistes africains. Bonsoir à tous. Elle a entamé une visite de 24 heures en Côte d'Ivoire. La présidente de la République fédérale d'Éthiopie a été reçue aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. À la recherche de solutions, Sahle-Work Zewde a fait part au président ivoirien de la situation dans son pays. Et les deux personnalités se sont réjouies d'avoir eu un excellent entretien. Jérôme Kofi Aboulin nous en fait le point. 24 heures, c'est le temps de la visite de la présidente de la République fédérale d'Éthiopie sur le sol ivoirien. Nous sommes jeudi 16 décembre 2021. La pluie au rendez-vous à l'arrivée de l'illustre hôte au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire a fini par avoir raison des honneurs militaires prévus pour son accueil. Toutefois, l'entretien entre la présidente de la République fédérale d'Éthiopie et le chef de l'État ivoirien s'est longuement déroulé dans une ambiance très détendue. Lequel entretien a permis à Mme Sahle Zewde de faire le point de la situation qui prévaut en ce moment en Éthiopie au président ivoirien Alassane Ouattara pour ses conseils pouvant contribuer à éviter le chaos à Addis Abeba. Je suis venue principalement pour briefer mon frère et Monsieur le Président sur la situation qui prévaut dans mon pays, en fait dans la sous-région. L'Éthiopie, comme vous le savez, a été à la une de beaucoup de médias, mais la réalité est tout autre que ce que nous voyons dans les journaux ou dans les médias internationaux. Donc j'étais venue pour lui rendre compte de la réalité sur le terrain et de voir ensemble, puisque ce genre de vicissitudes de l'histoire, la Côte d'Ivoire l'a connu aussi. On a beaucoup à apprendre de la Côte d'Ivoire et lui dire que nous avançons, que la situation se stabilise et que nous aurons bientôt un dialogue national qui déterminera l'avenir du pays. Pour la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, les échanges qui viennent de se dérouler entre elle et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara vont dans le sens des relations excellentes que la Côte d'Ivoire entretient depuis son indépendance en 1960 avec son pays. Non loin du palais présidentiel à la primature, la 5e phase du dialogue politique ivoirien a été ouverte. Autour du Premier ministre, les membres du gouvernement, les partis politiques se sont retrouvés à la table des échanges. Herman Guivet. Reprise ce jeudi matin de la 5e phase du dialogue politique à la primature, en présence du chef du gouvernement, Patrick Hachi. Les représentants des partis politiques de l'opposition comme ceux du pouvoir assis à la même table, la dernière fois qu'ils s'étaient retrouvés dans ce cadre, c'était il y a presque un an, le 29 décembre 2020. Moment fort de cette rencontre, 7 minutes de silence observées en la mémoire des ex-premiers ministres Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko et ex-ministres Sidiki Diakité et Kabran Apia, grands acteurs de ces échanges politiques qui ont incontestablement permis des avancées notables.
Se félicitant des acquis obtenus, le Premier ministre Patrick Achi n'a pas manqué de planter le cadre de ces échanges en appelant chacun des acteurs politiques à privilégier l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, conformément aux engagements du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et sur ses instructions, je vous ai conviés pour vous annoncer officiellement le lancement d'une nouvelle phase de notre dialogue politique national, dont les échanges à venir seront, j'en suis sûr, francs, respectueux de nos différences et porteurs d'une même ambition de concorde et de rassemblement pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. C'est dans cet esprit que s'inscrit cette cérémonie. Ainsi, au terme de la présente séance d'ouverture, Monsieur le ministre de l'Intérieur conduira les échanges avec vous en fonction de termes de référence qui seront définis. Ces termes de référence devront tenir compte de l'évolution de notre pays. En effet, le contexte actuel a fondamentalement changé. Les temps de crise sont passés, les Ivoiriens regardent vers l'avenir et le développement. Et le cadre de nos échanges doit s'inscrire dans cette nouvelle réalité nationale et cette nouvelle dynamique positive pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Et se tient à dessein en dehors de tout calendrier électoral, va donc naturellement se dérouler dans un climat social apaisé. C'est une chance que nous devons saisir. Par-delà les différences de vue légitimes qui font la nature même de la richesse d'une démocratie, afin de construire ensemble l'avenir que nous souhaitons pour cette nation que nous portons, je le sais, toutes et tous si haut dans notre cœur. Remerciant le chef de l'État Alassane Ouattara pour ce cadre d'échange politique à nouveau ouvert, les représentants des partis politiques de l'opposition ont à tour de rôle donné leur point de vue pour ce qui relève de la tenue de cette 5e phase du dialogue politique. L'ouverture des débats se fera le 21 décembre 2021 à la primature. Et tous ces partis politiques présents à cette rencontre se félicitent du redémarrage du dialogue politique. La classe politique ivoirienne, qu'elle soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, se réjouit de l'ouverture de cette 5e phase du dialogue politique. Nous souhaitons que cette voie qui vient d'être tracée par le Premier ministre puisse être suivie par tous autant que nous sommes et que ce qui nous est demandé pour mardi, notamment en ce qui concerne les termes de référence, puisse faire l'objet d'entente, de cohésion, parce que nous avons l'intime conviction que beaucoup, sinon la presque totalité de nos concitoyens aujourd'hui sont conscients que sans cohésion, sans entente, il n'y a pas de salut. Nous souhaitons donc que ce nouveau dialogue aboutisse à des résolutions qui arrangent toutes les parties. La Côte d'Ivoire a fait l'option de la démocratie et la défense des libertés. Nous voyons à travers le lancement de cette session du dialogue politique une volonté politique affichée du chef de l'État d'agir dans ce sens. C'est pour ça que je voudrais m'en féliciter et vous remercier de nous y avoir conviés. Ce dialogue est inclusif par évidemment la liste de ses acteurs. Avec le président Laurent Gbagbo, le PPACI se félicite de la reprise du dialogue politique. Dialogue, et vous l'avez suffisamment mentionné dans vos propos, devrait consacrer une paix durable dans notre pays. Paix durable qui serait véritablement un gage pour un avenir lumineux et radieux de notre pays, non seulement de notre pays, mais aussi, surtout, et vous l'avez suffisamment souligné, des générations présentes et futures de notre pays. Nous marquons notre disponibilité. C'est une séance d'information puisqu'elle nous a montré le mode sur lequel le dialogue va être organisé et la démarche participative que le Premier ministre a adoptée pour associer nos différentes intelligences à la conduite de ce dialogue qui est essentiel pour notre pays puisqu'il doit déboucher sur la paix et des solutions pour la démocratie et les libertés. La démarche, cette fois-ci, est très bonne. Les partis politiques et le groupement vont proposer des thèmes sur lesquels nous allons échanger, retenir les thèmes qui feront l'objet de discussions. J'avoue que nous sommes satisfaits. Saluer la relance du dialogue politique après les turbulences que nous avons connues
et au-delà des actes de décrispation qui ont été posés, il était important que nous puissions nous entendre sur toutes les questions qui nous divisent, qui sont connues dans l'opinion, qui sont diagnostiquées, qui sont documentées. Il appartient maintenant à la classe politique de s'entendre sur l'essentiel, parce que dialoguer, c'est aussi trouver des compromis, c'est faire des efforts de part et d'autre. Ce dialogue, à la vérité, c'est jamais arrêté, parce que le président de la République a gardé cette dynamique donc de rencontre. Et vous vous souvenez qu'en novembre, il avait rencontré le président Bédié, et qu'après, il a reçu le président Babo, et qu'il a reçu aussi le président Fingessa. Tout ça pour montrer, pour afficher la volonté de rassembler, sans compter toutes les dispositions juridiques qui ont été prises pour libérer certains, les facilités faites à certaines personnes. Nous avons noté que mardi, nous devons nous retrouver pour un cadrage, lequel cadrage devra prendre donc en compte les différentes préoccupations des uns et des autres. Mais ce que je peux dire, c'est que le RHDP donc traduit la vision du président. Et la vision du président, c'est la Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire solidaire autour de la stabilité, de la paix. Comme exprimé, la volonté de chacun des acteurs politiques est de voir la démocratie toujours triompher. Il leur revient à présent d'accorder leur violon sur les sujets, parfois source de divergence. En dépit des divergences, l'intérêt suprême de la Côte d'Ivoire en première ligne pour tous. Et la société civile n'a pas manqué cette nouvelle rencontre qui s'inscrit donc dans le cadre du dialogue politique. La paix et la cohésion mènent le débat. Abou Sanogo. Ce sont au total 26 organisations intervenant dans les domaines des élections, des droits de l'homme, de la gouvernance et de la paix. 10 parmi elles sont des fêtières. 16 sont des organisations individuelles qui ont échangé avec le Premier ministre Patrick Achi dans le cadre de la reprise du dialogue politique national. 5e phase de consultation de tous les acteurs de la vie politique et sociale de la Côte d'Ivoire en vue de la consolidation du système démocratique. L'objectif de ce dialogue politique national est de poursuivre l'enracinement d'un climat sociopolitique apaisé. La présente phase du processus de dialogue vise, comme les autres, à rechercher ensemble des réponses adéquates et surtout concertées aux défis actuels de la vie politique nationale. Il s'agit en particulier de maintenir un climat de confiance entre les différents acteurs en dépit des différences légitimes d'opinion qui sont la condition même de l'exercice de la démocratie. Je voudrais ici, et avec vous, saluer l'esprit d'ouverture et de compromis du président de la République et du gouvernement, ainsi que de tous les autres acteurs qui ont permis au cours des derniers mois de faire de grands pas vers la consolidation de notre démocratie. Les organisations de la société civile s'y réjouissent de la reprise du dialogue politique national et expriment leur satisfaction d'être associées aux échanges. Cette ouverture est une très bonne chose pour nous. C'est pourquoi nous voudrions dire un grand merci et que j'espère qu'au cours des différentes séances que nous aurons, on tiendra compte des personnes que nous sommes. Notre participation sera surtout de faire des propositions concrètes au regard de ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant pour que nous puissions aller de l'avant. Mais en même temps, nous voudrions aussi être des observateurs et un peu aussi des arbitres. Au terme de cette séance, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Djomondé, poursuivra les discussions initiées dans le cadre du groupe thématique avant la phase conclusive dans une semaine. L'histoire de cette plateforme initiée par le gouvernement ivoirien s'écrit depuis 2012. Elle est née de la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de maintenir un dialogue permanent. Retour sur les temps forts du dialogue politique ivoirien dans le dossier politique signé Alexis Ouedraogo. Tout commence début 2012. Le Premier ministre d'alors, Ahoussou Kouadio-Jano, reçoit sur instruction du chef de l'État l'opposition à la primature. Objectif, mettre en place au lendemain de la crise qu'a connue le pays, une plateforme d'échange pour apaiser le climat sociopolitique. Il est question ici de voir comment avec le gouvernement un cadre peut être créé pour que nous y discutons ensemble.
Au sorti du conclave de Bassam, les 27 et 28 avril 2012, le cadre permanent de dialogue qui deviendra dialogue politique voit le jour. Une architecture se crée, côté gouvernement, un pôle politique constitué de ministres qui seront désormais les interlocuteurs des partis politiques, notamment ceux de l'opposition. Novembre 2012, Daniel Kablan-Duncan est le nouveau patron de la primature. Il s'inscrit bien vite dans la vision du chef de l'État de maintenir le dialogue avec l'opposition. Malgré les contestations et autres boycotts, le gouvernement manœuvre à maintenir un dialogue permanent avec une vision précise, préserver le climat sociopolitique. Bonne année. Janvier 2016, le chef de l'État Alassane Ouattara, lui-même dans le cadre de ce dialogue, rencontre Pascal Affi N'Guessan, chef du Front populaire ivoirien. Des échanges qui aboutiront à la libération de détenus de la crise post-électorale. C'est une réunion qui, par son contenu et par sa qualité, marque une autre étape, une autre phase du processus démocratique dans notre pays. 10 janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly est nommé Premier ministre. Sous lui, le dialogue politique prend une dynamique nouvelle. Il faut aplanir les différends et garantir une présidentielle de 2020 apaisée. En janvier 2019, il lance une approche séquencée du dialogue, ouverte à la société civile. Du 24 janvier au 26 juin 2019, une première phase portant sur la recomposition de la commission électorale indépendante. La seconde phase, toujours dans le même esprit d'ouverture et de dialogue, devait définir les règles devant régir l'organisation des élections. Mais à l'heure des synthèses et travaux, difficile de trouver le consensus. Mais le temps est court et les élections approchent. Le gouvernement presse les pas et encourage à des efforts de dialogue, toujours dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons déjà dit que la CEI doit être mise en place au cours du mois de juin donc 2019 pour permettre à la CEI de préparer dans la sérénité les élections de 2020. Les partis de l'opposition ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'était la position donc, de l'opposition en ce qui concerne donc, la CEI. Donc à partir de ce moment, je considère que ce qui va compter, c'est ce qui ressort du débat collectif. Le nouveau code électoral prenant en compte les points d'accord communs sera finalement établi. Avec le démarrage du processus électoral de 2020, l'opposition relance le débat sur la commission électorale indépendante et lance le boycott du scrutin en demandant dans la foulée la réouverture du dialogue politique. Le gouvernement y donne droit et appelle les 15, 16 et 17 octobre l'opposition à des échanges. Mais voilà, les chaises restent vides. Comme le disait le président Oufoué, quel que soit le niveau des crises, à la fin, c'est toujours par un dialogue que cela se termine. Il faut faire l'économie des crises et commencer par le dialogue. Donc nous sommes disposés. Ahmed Bakayoko, alors Premier ministre, finira par obtenir des différentes parties un consensus sur des recommandations fortes pour la tenue des élections législatives en mars 2021 et la poursuite du dialogue sur les questions connexes. Ce jeudi, Patrick Hachi prend la relève dans un objectif unique, toujours préserver les acquis et maintenir un climat sociopolitique apaisé. Le dialogue politique ivoirien de 2012 à aujourd'hui, un dossier signé Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec le reste du monde dans divers domaines. Enseignement supérieur, commerce, sécurité sociale, interdiction des armes nucléaires. Au total, 6 projets de loi ont été ratifiés dans ce sens. Kader Sogodogo. Pour réussir sa marche vers le développement, la Côte d'Ivoire doit compter avec les autres. Les bonnes relations avec les autres États souverains sont marquées par des accords contenus dans des projets de loi. 6 d'entre eux sont à ratifier par les sénateurs, membres de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Le représentant du président de la République pour faire ratifier les 6 projets de loi, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Alcide Djedje, représentant la ministre d'État Kandia Camara en mission hors du pays. La reconnaissance des qualifications dans l'enseignement supérieur, l'accord de Georgetown avec l'Union européenne, le traité révisé de l'UMOA, la sécurité sociale, l'interdiction des armes nucléaires et la mise en œuvre de la monnaie nouvelle, l'ECO. Cette monnaie constitue
un atout important pour la Côte d'Ivoire et pour la CEDEAO. Nous avons à la tête de notre pays le président Alassane Ouattara, qui est un des plus grands experts dans le monde en matière de monnaie, en matière économique et monétaire. Et il préside la conférence des chefs d'État de l'UEMOA et il a une influence très grande au sein de la CEDEAO. Et son leadership va nous permettre d'avoir cette monnaie, l'éco. Nous observerons entre 2022 et 2026 sera la fin de la phase de convergence. En 2027, ce sera la phase de stabilité et l'éco entrera en vigueur en ce moment-là. 5 projets de loi ratifiés à l'unanimité et 1 à la majorité. Le ministre Aristide Djedje, qui était à son premier passage au Sénat, peut regagner Abidjan avec toute la sérénité que requiert le sentiment du devoir accompli. Direction Istanbul, la Côte d'Ivoire y participe au sommet de partenariat Turquie-Afrique ouvert ce jeudi. La délégation ivoirienne a rencontré aujourd'hui le Conseil des relations économiques de Turquie afin de nouer des partenariats d'affaires. Le reportage de notre envoyé spécial à Istanbul, Michel Digré. Le cœur d'Istanbul bat au rythme de l'Afrique le temps du 3e sommet de partenariat Turquie-Afrique. Représentant le chef de l'État, la ministre Kandia Camara conduit la délégation ivoirienne et donne le tempo de cette offensive diplomatique. En face des 3 ministres ivoiriens, plusieurs chefs d'entreprise turcs de renom réunis au sein du Conseil des relations économiques étrangères. La Côte d'Ivoire est un pays, disons, clé en Afrique. Nous avons écouté que ces délégations sont ici. Nous avons voulu venir ici et faire ces contacts. Nous proposons de nouveaux projets gagnant-gagnant pour notre société et pour Côte d'Ivoire. Les ministres de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, et celui de la Santé, Pierre Demba, sont à la manœuvre pour tisser des opportunités d'affaires. Depuis notre arrivée, nous avons commencé des entretiens avec des partenaires qui nous ont sollicités, que ce soit pour l'installation de l'imagerie, des labos, pour améliorer le diagnostic, avec les techniques modernes de télémédecine qui permettent à partir de nos pays de diagnostiquer les malades et de les traiter sur place à partir d'un renforcement de capacité qui peut être fait. Nous avons eu à échanger aussi avec des groupes qui sont spécialisés dans les réalisations de barrages en utilisant les eaux usées, également pour faire de l'irrigation au niveau des différentes plantations. D'autres sont prêts à venir investir en Côte d'Ivoire pour la conservation de la mangue. La partie turque est séduite par les arguments de la délégation ivoirienne. Nous avons reçu beaucoup de personnes, de participants à ce sommet en Turquie ici. Et parmi ces participants, la délégation ivoirienne, nous sommes très heureux de les recevoir et nous savons qu'ils sont parmi les invités les plus distingués invités du sommet. Pour la ministre des Affaires étrangères, ces échanges fructueux témoignent de la qualité de la coopération entre les deux pays. Les relations entre les deux pays sont au bon fixe. Le président Alassane Ouattara a déjà effectué 2 visites ici, dont une visite d'État. Et le président Erdogan est venu en Côte d'Ivoire aussi en visite officielle. Et les relations s'améliorent d'année en année, avec évidemment des échanges commerciaux qui sont très importants. Nous sommes partis de 200 millions de dollars à aujourd'hui 650 millions de dollars au niveau des échanges commerciaux. Mais il faut savoir que l'objectif qui nous a été assigné par les 2 chefs d'État, c'est d'atteindre 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires dans le cadre des échanges commerciaux. Nous leur avons dit que la Côte d'Ivoire a beaucoup de potentialités et donc il y a des opportunités qui s'offrent à ces entreprises-là et nous voulons les encourager à venir agir encore plus nombreux, mais surtout à aller plus loin dans les projets. En marge de cette rencontre, Kandia Camara a eu une séance de travail avec son homologue turc.
Au Ghana, à l'issue de sa 7e Assemblée générale, le comité de pilotage du réseau des organes de gestion électorale en Afrique de l'Ouest a été renouvelé. La Côte d'Ivoire prend les commandes avec Ibrahim Koulibaly Kuibière, président de la commission électorale indépendante. Sidonie Davila et Adama Sangaré depuis Accra. Les organes en charge des élections des pays de la CEDEAO ont porté la Côte d'Ivoire à la tête de leur fêtière, le RESAO, réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest. C'est à l'issue de son assemblée générale qui s'est tenue à Accra, au Ghana, que le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibière, est élu par ses pairs par acclamation. Nous nous félicitons de cette élection. Nous avons senti en ce président une fougue, une détermination qui nous donne de l'espoir. Nous attendons de ce président qu'il porte le RESAO dans un sommet que le RESAO n'aurait jamais peut-être espéré atteindre. La CEDEAO a besoin de démocratie. La démocratie a besoin de processus électoraux fiables, transparents, acceptables pour tous. Nous nous engageons résolument dans cette voie et je crois que le choix de M. Koulibaly est un bon choix. Il a esquissé un programme qui inspire confiance. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour l'accompagner dans son choix. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire prend la tête du RESAO depuis sa création en 2008. Son expérience avérée en matière électorale a pesé dans la balance au moment de changer les instances de l'organe. Maria do Rosario Conchavez, de la République du Cabo-Verde, est la présidente sortante du RESAO. Le tout nouveau président poursuivra les grands chantiers de cet autre département de la CEDEAO à travers la promotion de la paix par la formation et la sensibilisation. J'apprécie déjà l'ampleur de la tâche qui est énorme parce qu'il s'agit pour nous de véhiculer ce message que comporte l'élection qui est en réalité un instrument de paix. Et donc nous allons nous faire fort d'utiliser les canaux du RESAO pour que, au-delà de notre pays, ce message soit porté aux autres pays. Et il faut mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour aboutir à la paix. La première chose que nous allons faire, c'est d'abord la sensibilisation. L'équipe dirigeante est composée de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée-Bissau. Nous quittons maintenant le Ghana pour l'Égypte. Les travaux de la 9e conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption se tiennent du 13 au 17 décembre. Le ministre ivoirien de la promotion de la bonne gouvernance, Epiphane Zorobibalo, participe à la rencontre internationale contre la corruption. Angela Diallo et Moussa Kounaté. 9e conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption en Égypte. Une rencontre internationale qui réunit environ 2700 participants pour réfléchir à des actions de lutte contre ce phénomène mondial. La corruption est un véritable fléau et mon pays, la Côte d'Ivoire, a pleinement pris conscience de l'importance de prendre toutes les mesures et de mettre ensemble tous les efforts, aussi bien au plan national qu'au plan international, pour que nous puissions endiguer ce phénomène. À ce rendez-vous, la voix de la Côte d'Ivoire est portée par Epiphane Zorobibalo. Le ministre en charge de la lutte contre la corruption s'est prononcé sur les dispositions prises par l'État ivoirien pour freiner ce fléau. La Côte d'Ivoire a décidé de renforcer son mécanisme de répression des actes de corruption, notamment à travers la mise en place d'institutions judiciaires chargées de mener des investigations, institutions judiciaires chargées également de faire des jugements. Mais également, à côté de l'institution judiciaire, notre pays a entrepris une série de mesures de vérification, de contrôle de la corruption au sein des institutions publiques et qui nous a permis d'aboutir à des résultats. Tout au long des travaux, plusieurs sujets seront abordés, notamment la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption et les moyens permettant de faire avancer les engagements pris dans la déclaration politique de la session extraordinaire de l'Assemblée générale sur la lutte contre la corruption.
Et ces travaux se poursuivent jusqu'à demain, 17 décembre. Dans l'actualité sanitaire, quel est le point de la maladie à coronavirus en terre ivoirienne? Voyons les chiffres du ministère de la Santé. Pour ce 16 décembre, 55 nouveaux cas de Covid-19 ont été répertoriés en Côte d'Ivoire, 12 guéris et 0 décès. 242 cas restent actifs dans le pays. 5 633 496 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars au 15 décembre. Et le vaccin est, rappelons-le, gratuit et volontaire en Côte d'Ivoire. L'autorité sanitaire y encourage et sensibilise. Une sensibilisation qui porte aussi sur le domaine économique. Une délégation du Fonds spécial de solidarité Covid-19 est pour cela dans l'Indénié Djoablin pour sensibiliser les populations cibles à s'inscrire sur les listes pour bénéficier du fonds. La recherche et l'innovation dans le domaine de la pharmacie sont désormais récompensées par le prix Galien Afrique. 3 personnalités du monde pharmaceutique ont été primées au Sénégal. Hamza Diaby. Au palais de la présidence de la République, ce dimanche 12 décembre, les praticiens et chercheurs qui excellent dans l'innovation pharmaceutique sur le continent africain sont honorés. La cérémonie officielle de remise du premier prix Galien Afrique a réuni physiquement et virtuellement un parterre de personnalités, dont l'ivoirienne ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi. Ce prix est arrivé au bon moment parce que le prix Galien international, qui est donc basé aux États-Unis, consacre tous les ans, depuis 50 ans, des experts, des personnes qui, disons, peuvent avoir le statut de prix Nobel dans le domaine de la pharmacie et du médicament. Je pense que c'est bienvenu au moment où nous-mêmes les Africains décidons réellement d'organiser toutes nos activités autour du potentiel que nous avons. À la suite des délibérations, le prix de la meilleure technologie médicale a été remis au Sénégalais Cheikh Tidiane Diagne par Dr Raymond Goudou Kofi, membre du jury du prix Galien Afrique. Le prix du meilleur produit pharmaceutique et celui du meilleur produit dans le domaine de la tradithérapie sont respectivement décernés à Dr Nathalie Strabrough-Gaft et au professeur Rokia Sanogo. Le président Macky Sall salue les efforts du monde pharmaceutique. J'adresse mes chaleureuses félicitations à nos 3 lauréats. C'est par leur persévérance dans l'effort qui est aujourd'hui célébré et récompensé. Tout le mérite donc vous revient, chers lauréats. Par votre exemple, vous allez contribuer surtout à stimuler la saine compétition sur la voie de l'excellence. Vous susciterez également, je l'espère, des vocations parmi les jeunes générations d'étudiants, de praticiens et de chercheurs sur le chemin des meilleures performances. Le prix Galien Afrique pour la recherche et l'innovation vise aussi à encourager la recherche pharmaceutique sur le continent. Dans l'enseignement supérieur également, l'excellence est primée. Le groupe LOCO, à travers sa présidente, vient d'être distingué par le CAMES, le Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur, la fête commandeur de l'ordre international de la palme académique, et cela pour sa contribution au rayonnement du système éducation-formation en Afrique. Moussa Konaté. Nous faisons commandeur de l'ordre. Une médaille et un brevet pour Suzanne Médécon Loko. La présidente du groupe LOCO est faite commandeur dans l'ordre international de la palme académique du CAMES, Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur. Une reconnaissance de la communauté universitaire africaine pour le couronnement de son parcours professionnel. En femme d'expérience et de sagesse, Madame Loko a toujours témoigné une constante sollicitude personnelle, un intérêt permanent, un engagement attentif aux orientations du CAMES en respectant les directives du cahier des charges pour la création d'universités privées et celles relatives au référentiel d'évaluation des offres de formation du CAMES. Cette distinction du CAMES est décernée à toute personnalité ayant contribué au rayonnement du système de formation éducation en Afrique.
La récipiendaire dédie sa récompense à l'ensemble de ses collaborateurs. Comment pourrais-je ne pas partager cette décoration avec vous? Oui, c'est le fruit d'un travail collégial, collectif et pluriel, de longue haleine, un travail d'équipe. Cependant, ne dormons pas sur nos acquis. En sa qualité de président du Conseil des ministres du CAMES, le ministre Adama Diawara transmet ses félicitations aux groupes locaux. C'est la reconnaissance du travail accompli. Vous savez, à partir du moment où le groupe locaux participe de façon très efficace à la formation des ressources humaines de qualité de la Côte d'Ivoire, dans cet écosystème d'enseignement supérieur privé, le groupe locaux occupe une place de choix, aussi bien au niveau infrastructure, au niveau équipement, au niveau compétences des enseignants, comme au niveau rendement interne, c'est-à-dire taux de réussite aux examens notamment de BTS. Donc vous comprenez que c'est un juste retour des choses que l'OIPA CAMES célèbre donc Madame Loko à la suite de la décoration reçue d'ailleurs par son défunt mari à titre posthume. Suzanne Médecon Loko, désormais au grade de commandeur de la Palme académique du CAMES, est également le consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Cotonou, au Bénin. Sur la scène culturelle, le film documentaire Dominique Ouattara au service du prochain a été projeté ce jeudi 16 décembre au Palais de la Culture de la commune de Trècheville. Une production audiovisuelle initiée par la Fondation des artistes africains et vous pourrez voir le film dans son intégralité ce soir sur RTI 1. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à l'information via rti.info. Bonsoir à tous.